agent, À agents partir du moment commerciaux. où vous n'avez pas une agence de voyage, si c'est juste du conseil, il n'y a pas de souci non plus. Accompagnateur VAE, ça va aussi. Les artisans peuvent être effectivement en micro-entreprise. Bien sûr. Les artisans, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que on va peut-être essayer d'avancer un peu parce qu'il y a, je pense que par rapport à ce que vous posez comme question là tout de suite, il y en a beaucoup auxquels on va peut-être répondre au fur et à mesure. Après, c'est comme vous voulez, mais on pourra répondre à toutes vos questions à la fin ou au fur et à mesure si ce sont des questions que l'on n'aborde pas dans peut-être dans les diapositives suivantes. Ouais. Et juste, effectivement, alors une liste des professions exclues sur le site de l'auto-entrepreneur, URSAF, on peut le trouver, ou le site BPI aussi. Mais en voilà, fait, donc il y a des listes. il y en a très peu qui sont exclus, à part les agents immobiliers, les marchands de biens, les activités agricoles, les artistes auteurs qui relèvent de la maison des artistes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être accepté en fait par la maison des artistes pour être reconnu comme artiste. Et si la maison des artistes ne vous reconnaît pas, et bien dans ce cas-là, vous serez affilié justement au CFE au Centre de formalité des entreprises de l'URSSAF. Et du coup, vous pourrez exercer une activité. Sachant que pour les artistes, vous pouvez très bien avoir une activité artistique reconnue par la Maison des artistes ou par la GESA. Ça ne vous empêche pas d'avoir une autre activité qui n'est pas reconnue au sens de la Maison des artistes. Et dans ce cas-là, cette autre activité, vous pouvez créer une auto-entreprise pour cette activité-là. Ok, donc effectivement, il y a plein de professions qui sont éligibles et quelques-unes qui sont vraiment exclues. Les sophrologues, tout ça, il n'y a pas de souci. Ayurveda, c'est pareil. Psychologue? Psychologue, c'est pareil. Alors, les psychologues, par contre, sont des professions considérées comme des professions réglementées qui dépendent de la CIMAP, justement, mais ce n'est pas interdit. Ok, très bien. Voilà. Alors, je te laisse du coup la parole sur les caractéristiques. La question, donc on peut allier les deux. Si la question c'est par rapport aux artistes, c'est oui, vous pouvez relever de la maison des artistes d'un côté et avoir une activité d'auto-entrepreneur pour une autre activité. Alors, on ne pourra pas répondre aux questions personnelles sur ce chat. Du coup, il y aura possibilité, par contre, on vous présentera comment obtenir des rendez-vous individuels, mais pas sur des questions personnelles. Et si vraiment ce sont des questions spécifiques par rapport à l'URSSAF, déjà je pense que Gilles, tu vas parler de la journée de la semaine prochaine peut-être, où je serai présente sur un après-midi de la journée porte ouverte. Et, si vous avez des questions personnelles côté URSSAF, je pourrais y répondre en dehors du webinaire. Voilà. Alors, du coup, la micro-entreprise et caractéristiques. Ouais, c'est moi qui. Ouais. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme le disais tout à l'heure, c'est vraiment une entreprise individuelle. Alors, je ne reviens pas sur tout ce que vous devez préparer avant, parce que vous avez eu le webinaire en début de semaine, je crois, là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que la spécificité, c'est qu'elle est obligatoirement au régime fiscal de la micro-entreprise. Et ce régime fiscal de la micro-entreprise, en fait, il y a quatre grands principes. D'abord, on raisonne en chiffre d'affaires. C'est la seule entreprise où on raisonne en chiffre d'affaires. On a des chiffres d'affaires maximum que l'on ne peut pas dépasser, avec des tolérances, on va y revenir. Quand on est dans de la vente de marchandises ou quand on fait de la fabrication et de la vente, même si on est affilié à la chambre de métier, c'est aussi de la vente. Par exemple, je prends l'exemple, quelqu'un qui fabrique des bijoux, qui va les vendre, et ben, ça va être considéré comme de la vente. Donc, vous allez pouvoir aller jusqu'à 176 200 € de chiffre d'affaires pour une année civile complète. Ça veut dire que si vous commencez en cours d'année, il y aura une proratisation de ce montant de chiffre d'affaires en fonction du nombre de jours qui restent jusqu'à la fin de l'année. Il faut faire une règle de 3 en fait. On multiplie par le nombre de jours et on divise par 365 puisqu'on n'est pas en année bissextile et on arrive au montant que l'on ne peut pas dépasser. Quand on est dans les autres prestations de services ou professions libérales, le chiffre d'affaires à ne pas dépasser est de 72 600 €, toujours pareil pour une année civile complète. Et si
on exerce une activité mixte qui est tout à fait possible. On peut faire, par exemple, de la fabrication bijoux et de la vente. Et on peut faire, pourquoi pas, un atelier ou être coach à côté ou faire du conseil en communication ou autre chose. On peut, bien évidemment, faire les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le maximum, de toute façon, de chiffre d'affaires ne pourra pas aller au-delà de 176 200 €, dont 72 600 € de prestations de services ou d'activité libérale. Deuxième principe, on est en franchise de TVA. Alors, ça veut dire quoi la franchise de TVA? Ça veut dire que vous ne facturez pas la TVA à vos clients, mais vous ne récupérez pas non plus la TVA sur les achats que vous allez faire. Et dans ce cas-là, eh bien, vous allez avoir ce système de franchise de TVA jusqu'à certains seuils qui ne sont pas les mêmes que les chiffres d'affaires, qui sont inférieurs, qui sont de 94 300 € pour la vente et de 36 500 € maximum pour les activités de service ou les professions libérales. En sachant que vous avez 2 années de tolérance, c'est-à-dire que si vous faites un chiffre d'affaires de 85 800 € sans dépasser les 94 300 pendant 2 ans, vous allez pouvoir rester en franchise de TVA. Si vous faites 34 400 € sans dépasser les 36 500 €, vous allez pouvoir aussi rester 2 ans en franchise de TVA. Par contre, au-delà, vous serez forcément en franchise de TVA. Donc, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que vous allez facturer la TVA à vos clients, mais que vous allez la récupérer également sur les achats que vous allez faire. Et du coup, ce que vous reverserez à l'administration fiscale, en fait, ça sera ce qu'on appelle la TVA collectée, c'est-à-dire celle que vous allez facturer à vos clients. Vous déduirez la TVA déductible, ce qui est celle qui sera déductible de tous les achats que vous aurez pu faire. Et le résultat de cette soustraction, en fait, c'est ce que vous reverserez à votre client. Alors, là où il faut faire attention, c'est que si vous avez des clients qui sont des clients entreprises, on va dire que vous leur facturiez ou que vous leur facturiez pas, pour eux, c'est la même chose. Un, ils n'en paient pas, d'autres, s'ils la paient, ils la récupèrent. Donc, pour eux, c'est neutre. Par contre, quand vous avez des clients particuliers, vous vous retrouvez comme si c'était vous qui achetiez quelque chose. Et si vous avez des clients qui doivent être, d'abord pour les fidéliser et qui doivent être des clients réguliers, selon les métiers, vous allez avoir le problème si vous dépassez ces montants de seuil de chiffre d'affaires que, par exemple, en juin, je suis encore en franchise de TVA, je vais leur facturer 100. Et en juillet, parce que j'ai dépassé, je vais leur facturer 120. Honnêtement, commercialement, on n'est pas très à l'aise pour annoncer 20% comme ça d'un seul. Moi, ce que je conseille, c'est que si vous avez des clients particuliers que vous revoyez tous les 3-4 ans, c'est pas grave parce que l'augmentation, elle peut se justifier. Si ce sont des clients que vous revoyez régulièrement, tous les mois ou tous les 2 mois, moi, je conseille, si vous pensez que vous allez dépasser ces seuils de chiffre d'affaires et que vous serez donc en TVA assez rapidement, d'intégrer déjà dans vos prix de vente au moins une grande partie de cette TVA. Parce qu'autrement, ils ne vont pas comprendre. Et même si vous êtes les plus géniaux, à un moment donné, il y en a qui vont vous lâcher parce que ça leur fera trop d'augmentation et ils iront voir ailleurs. Donc ça, c'est juste un petit conseil pour essayer d'être un peu plus à l'aise commercialement quand il faut annoncer qu'on ajoute 20% juste parce que on se met à payer la TVA. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous ne déduisez aucune charge, c'est-à-dire les charges de déplacement, le téléphone, etc. Ça, on ne le déduit pas et vous n'amortissez pas de matériel. On le verra tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a un abattement pour frais professionnels qui se fait au niveau des impôts et on considère que si cet abattement pour frais professionnels n'est pas suffisant par rapport à vos frais, c'est que le statut n'est pas adapté à votre situation, en fait. Ensuite, quand vous allez facturer, parce que quand ça va commencer, vous allez commencer à facturer vos clients et ça sera très bien. L'avantage que vous avez, c'est que vous déclarerez le chiffre d'affaires pour payer des cotisations que quand vous aurez encaissé l'argent, pas quand vous l'aurez facturé. Alors, si votre client vous paie tout de suite, c'est pareil. Par contre, si vous avez des entreprises qui vous paient 1 mois, 2 mois, malheureusement, quelquefois un peu plus, vous avez cette possibilité de ne le déclarer que quand vous avez encaissé l'argent. Donc, vous ne faites pas l'avance des cotisations et vous préservez votre trésorerie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on aura dans le taux général aujourd'hui, pour la vente de marchandises, ça sera 12,8%. Et pour les prestations de services et les activités libérales, ce sera 22%. Et on verra que quand la première année, vous pouvez avoir l'aide à la création d'entreprise, on verra que ces taux sont réduits pour
en gros la première année, tout au moins entre le moment où on crée son entreprise jusqu'à la fin du 3e trimestre suivant. On peut changer de slide peut-être. Alors, juste quand même quelques remarques. Du coup, pour revenir, si on dépasse par contre dès la première année le seuil des 85 800 euros en temps d'achat-revente, là, on est assujetti directement à la TVA. Non. Pas la première année. Non. Maintenant, d'accord. Non. Il faut vraiment attendre, le faire pendant 2 ans, dépasser ce seuil de 85 000. Vraiment les 2 ans. À partir du moment où on dépasse les 85 800, mais qu'on ne dépasse pas les 94 300. C'est si on dépasse les 94 300 ou le prorata, bien évidemment, si on commence en cours d'année, c'est comme pour le prorata du chiffre d'affaires. Alors là, on va basculer en TVA et il faudra que l'administration fiscale qui vous aura transmis un numéro de TVA, autant quand vous serez en franchise de TVA, sur votre facture, vous mettrez l'article 293B du Code général des impôts qui prouve que vous avez le droit de ne pas facturer de TVA. Autant après, vous ferez une facture avec hors taxe, un montant de TVA et un montant TTC. Ok, juste, moi je vous alerte parce que j'ai rencontré des micro-entrepreneurs qui dépassaient ce seuil de TVA. C'est un peu pour revenir sur la remarque d'Agnès tout à l'heure sur l'augmentation des tarifs. Du coup, quand vous dépassez le seuil, ça veut dire qu'il va falloir appliquer de la TVA sur vos factures. Donc, si vous avez fait des devis sans TVA et que vous dépassez ce seuil de 94 300, les factures qui arrivent après vont devoir être assujetties à la TVA, ce qui peut poser problème par rapport à vos clients avec qui vous étiez d'accord sur un tarif sans TVA. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, je pense, c'est que, et ça vous apprendra à gérer aussi votre entreprise, c'est que vous allez voir comment vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. Vos devis, ils doivent avoir de toute façon une durée de vie. C'est pas des devis qui vont être valables pendant 6 mois ou 1 an. Si vous voyez que vous êtes vraiment à un moment donné où vous allez vraiment dépasser ce montant, en sachant que quand vous dépassez le montant de TVA, au cours d'un mois, les factures doivent être facturées avec la TVA depuis le premier jour du mois au cours duquel vous dépassez cette TVA. C'est-à-dire que, par exemple, je fais 95 000 euros le 28 juillet, et ben depuis le 1er juillet, je dois faire des factures avec de la TVA. Et c'est là où il faut que vraiment vous arriviez à bien gérer votre auto-entreprise pour savoir à quel moment vous allez basculer et justement dire à vos clients, attention, ce devis-là, il est valable aujourd'hui, mais si vous attendez 2 mois, moi, je vais être obligée de vous facturer la TVA. Donc, ça peut aussi les inciter à signer plus vite parce que 20%, c'est toujours agréable quand même à ne pas les payer ou à les mettre ailleurs en tout cas. Donc, c'est là où il va falloir que justement, vous puissiez bien connaître l'évolution de votre activité et savoir à quel moment vous devez alerter vos clients de ce passage à la TVA. Encore une fois, les clients en particulier, pas les clients entreprises pour lesquels, encore une fois, ça ne les touche pas. Ok, juste 2 questions. La TVA concerne toutes les activités, donc c'est tout type de profession. Et est-ce qu'on peut choisir d'être à la TVA dès le début? Alors, on peut effectivement choisir d'être à la TVA dès le départ. Mais il faut, alors là pour le coup, je vous conseille d'être vraiment accompagné pour votre prévisionnel pour voir est-ce que c'est vraiment intéressant d'être à la TVA dès le départ. Ça va dépendre vraiment de ce que vous allez facturer, des marges que vous allez avoir, des investissements que vous devez faire. C'est pas forcément intéressant dès le départ. Ça peut se jouer à pas grand-chose. Donc, c'est pas quelque chose qu'on choisit direct. Voilà. Il faut pas se dire, oh là là, je vais perdre, je sais pas, 2 000 euros dans l'année de TVA. Du coup, je vais me mettre en franchise de TVA pour la récupérer parce que ça, c'est positif pour vous. Mais faites attention aux négatifs que ça peut avoir sur vos clients. Donc, faites attention. Sauf si vous savez que vous allez déjà exploser la TVA, enfin, que vous allez déjà exploser les chiffres d'affaires dès le départ. À ce moment-là, vous pouvez très bien être en TVA dès le départ. Il n'y a pas d'interdiction depuis pas très longtemps, mais depuis 3-4 ans maintenant. Ou alors, posez-vous la question également, est-ce que le régime fiscal de la micro-entreprise, est-ce que ce statut d'auto-entrepreneur, cette entreprise sous cette forme-là, est-ce que c'est la plus adaptée à votre activité?
non assujettis à la TVA. Pouvez-vous revenir sur cette notion avec un exemple? Oui. En fait, quand il y a deux choix en fait hein, dans la vie d'une entreprise à ce niveau-là, au niveau de la TVA. Soit on est en franchise de TVA, c'est-à-dire que quand vous allez facturer votre client, vous allez le facturer hors taxe. Ça sera un prix brut et il n'y aura rien qui sera rajouté. Quand vous allez acheter du matériel ou de la documentation ou n'importe quoi, vous allez être comme un particulier. C'est-à-dire que vous, quand vous allez faire vos courses ou quoi, vous l'achetez, TVA, on ne vous sort pas de la TVA plus tard. Les entreprises au régime fiscal qui n'est pas de la micro-entreprise, qui est du régime réel, peuvent déduire cette TVA. C'est ça qu'on appelle la franchise de TVA. Je ne la facture pas à mes clients, mais je ne la récupère pas non plus sur les achats que je fais. Sachant que… Est-ce que c'est clair ça je vais répondre sur l'histoire. J'ai vu au-dessus 72 600 et 36 500. Je vais revenir là-dessus. Tu peux remonter un tout petit peu sur le chat? En sachant juste pour compléter, la TVA, pensez que c'est une taxe. Donc, c'est-à-dire que généralement, c'est quelque chose que vous allez devoir payer. Donc, si vous voulez payer moins de taxes, effectivement, la logique est de ne pas être assujetti à la TVA. Alors, je reviens sur les 76 000 et le seuil pour le statut entrepreneur, 36 500 concerne le seul pour la suite. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, quand l'auto-entreprise a été créée, en gros, le montant du chiffre d'affaires maximum à ne pas dépasser était le même montant que les seuils de TVA. Quand les seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser ont été doublés, puisque ça a été le cas à quelques euros près, les seuils de TVA n'ont pas bougé. Donc, ça veut dire que votre chiffre d'affaires, vous pouvez aller, par exemple, si on est en activité libérale ou en prestation de service, jusqu'à 72 600 euros de chiffre d'affaires facturé. En revanche, la franchise de TVA ne s'appliquera que jusqu'à 36 500 euros dans ces 72 600. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Et on ne récupère pas la TVA déductible tant qu'on est en franchise de TVA. C'est ça. C'est ce que je disais, c'est que vous ne la facturez pas, mais vous ne la récupérez pas non plus. Du coup, vous déclarez votre chiffre d'affaires hors taxe à l'URSSAF. Oui, exactement. OK. Et je reviens juste, toutes les professions sont éligibles à la TVA. Hein. Alors, c'est une question de régime fiscal, ce n'est pas une question de profession. Alors, pour la TVA, si vous êtes pour la formation, mais il faut avoir vraiment toutes les qualifications, le qualipige, enfin tout être reconnu vraiment comme un formateur. Et vous ne facturez pas la TVA aux entreprises, par exemple. Il y a certains cas comme ça. Après, sur la TVA, je dirais que c'est autrement. Il y a de la TVA à peu près sur. Enfin, il y en a partout. Il y en a partout. Pas de TVA avec des. Pardon, je n'ai pas vu, ça a sauté. J'ai perdu la question. Concernant cette TVA, que se passe-t-il l'année 2? Alors, l'année 2, en fait, tant que vous restez en dessous des seuils, vous êtes toujours en franchise de TVA, aussi longtemps que vous y restiez. Si vous dépassez dès la première année les seuils de TVA, l'année suivante, vous serez en TVA dès le premier euro. C'est-à-dire que c'est fini. Vous n'êtes plus en franchise de TVA. Vous facturerez de la TVA et vous la récupérerez sur les achats que vous ferez. Si vous devez les dépasser, un petit conseil, hein, si vous devez les dépasser et si vous avez du matériel à acheter ou comme ça, si vous savez que vous allez les dépasser, pour vous, ce sera plus intéressant d'attendre le dépassement de ce seuil de TVA pour pouvoir récupérer la TVA sur ce que vous allez acheter, par exemple. Depuis le début de l'année, j'ai fait un CA de 10 000 euros. Je dois facturer
La TVA se déclenche-t-elle sur la tranche du CA au-dessus dès le premier euro des 50 000? Ah, parce que vous allez facturer 50 000 euros d'un seul coup, c'est ça? Ben, si cette facture, vous ne pouvez pas la faire en 2 fois. Après, il faut essayer d'être un peu cohérent aussi. Est-ce que vous ne pouvez pas faire une partie? Alors, ça dépend. Si c'est une entreprise, ben, ce n'est pas gênant. Hein. Vous faites la facture globale et puis ça va bien se passer. Si c'est une facture qui doit être, oui, c'est la date de facture qui fait foi. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand vous allez dépasser les montants de TVA, vous allez devoir faire des factures depuis le premier jour du mois au cours duquel vous allez dépasser le seuil du montant de la TVA. Donc, pour la facture de 50 000 euros, soit vous avez la possibilité de faire plusieurs factures et dans ce cas-là, vous ferez les factures jusqu'au montant du seuil de la TVA sans la TVA et au-delà, eh bien, vous ferez une facture avec de la TVA. Dans tous les cas, dans tous les cas, les 36 000… Ah oui, non, oui, bien sûr. Dans tous les cas, les premiers 36 500 euros ne sont pas facturés, comme les premiers 94 300 sont en franchise de TVA. Alors, c'est vrai que c'est une slide assez importante et très complexe, donc c'est vrai que c'est important d'y rester un peu longtemps. Juste, Agnès, j'avais une question sur des professions. Je reviens sur lequel je sèche. Les psychologues, par exemple, peuvent facturer de la TVA. Il y a des professions qui sont exonérées de TVA systématiquement. Alors, il y a des professions qui sont exonérées de TVA systématiquement, mais aujourd'hui, ce que je vous conseille, c'est que vraiment, il faut que vous demandiez à votre… Alors, ça ne sera pas le service des impôts des particuliers, celui que vous avez pour vos impôts sur revenus classiques, mais ça sera au service des impôts des entreprises. Vous pouvez aussi retrouver sur le site internet des impôts quelles sont les professions qui sont en franchise de TVA. Il faut faire attention parce qu'il y a quand même pas mal d'évolutions, pas mal de réformes là-dessus. Donc, moi, je vous conseille dans tous les cas de reposer bien la question auprès de l'administration fiscale pour ces histoires de TVA. C'est toujours un peu compliqué. Ce slide aurait un webinaire à lui tout seul. Oui, alors… C'est-à-dire que là, on a à peine commencé, mais enfin, si vous avez le temps, moi, j'ai un peu de temps, enfin, on peut déborder s'il y a besoin. Il n'y a pas de souci. On peut être assujetti à tout moment de l'année. Oui, bah, si vous dépassez le montant du chiffre d'affaires, oui. Ça peut être n'importe quand. Manque de pédagogie, ça veut dire que je ne suis pas claire dans ce que je dis, c'est ça? Si, mais c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent être compliqués. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, par contre, sur c'est-à-dire est-ce qu'on peut être assujetti à la TVA et l'année suivante ne plus être assujetti à la TVA? Pour moi, c'est une option qu'on peut demander aux impôts. Attends, j'aimerais bien que la personne qui dit non, c'est pas clair ou je sais pas quoi, elle explique pourquoi c'est pas clair pour qu'on puisse revenir sur ce qui n'a pas été clair. Alors, je le vois plus. Je le vois plus non plus, mais… Ah, on ne voit plus d'infos. J'ai vu quelque chose passer alors. Top. Moi, je vois top, là. Très clair. Bon. On avance et on répondra aux questions à la fin, effectivement. Pour laquelle c'est pas clair, on reviendra dessus. J'ai vu passer une question sur les pépinières. Alors, les pépinières, contrairement aux couveuses ou aux coopératives d'activité et d'emploi, les pépinières, vous êtes immatriculés et vous êtes sous votre numéro SIRET. Là où vous facturez sous le SIRET de la coopérative ou de la couveuse d'entreprise, c'est uniquement quand vous êtes admis dans ces structures-là. C'est-à-dire que pendant 1 an, 2 ans, vous allez être, entre guillemets, hébergé dans ces couveuses ou dans ces coopératives d'emploi et d'activité.
Dans certains cas, vous serez même entrepreneur salarié pour les coopératives d'activité. Vous pourrez devenir aussi membre de la coopérative si vous le souhaitez après. Et là, effectivement, vous n'avez pas besoin de créer votre activité. Vous allez faire un test avec une structure qui vous permettra d'avoir des formations sur peut-être des sujets sur lesquels vous êtes un petit peu moins à l'aise que sur votre propre métier. Ça peut être une très bonne solution dans certains cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, c'est normal, vous avez des frais qui sont pris par les structures parce que c'est leur gestion également. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous êtes sous un contrat qui s'appelle un contrat CAP et qui vous permet d'ouvrir par rapport à ce que vous allez gagner, de vous ouvrir encore des droits à Pôle emploi, ce qui ne sera plus le cas quand vous serez quand vous aurez créé votre activité d'auto-entrepreneur, puisque quand on devient chef d'entreprise, on ne cotise plus à l'assurance chômage. On ne s'ouvre plus de droits nouveaux. On garde les anciens, mais on n'ouvre plus de droits nouveaux. Très bien, Agnès. Je pense que du coup, les pépinières, on en parlera peut-être une autre fois, et les couveuses, effectivement. Du coup, je propose qu'on avance sur la slide. Oui, bien sûr. Je répondrai sur enfin la pépinière. Non, c'est une autre façon, mais on en reparlera si on a 2 minutes tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, je vous disais, dans certains cas, vous pouvez avoir un taux réduit de cotisation quand vous commencez votre… alors, il y a une petite erreur sur ce, mais ce n'est pas très grave, je vais le refaire. Quand vous commencez votre activité, c'est-à-dire que vous allez avoir l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Pour les auto-entrepreneurs, vous êtes obligé de compléter un formulaire sur autoentrepreneur.ursaf.fr, puisque c'est l'URSSAF qui instruit tous ces dossiers-là, et d'être dans une catégorie qui est soit on est demandeur d'emploi, indemnisé ou en cours d'indemnisation pendant le délai de carence, là, soit on est demandeur d'emploi non indemnisé, mais inscrit au moins 6 mois dans les 18 derniers mois, soit on a moins de 26 ans, soit on est bénéficiaire pardon, du RSA ou de l'ASS, soit on n'a pas d'allocation de Pôle emploi, mais on est travailleur handicapé, on a moins de 30 ans. Dans ce cas-là, vous avez droit aussi à l'ACRE. Voilà, vous avez un certain nombre de bénéficiaires. Ça, vous pourrez retrouver aussi sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Et dans ce cas-là, si vous n'avez pas bénéficié de l'ACRE depuis au moins 3 ans par rapport à la fin de la précédente obtention de l'ACRE, vous pouvez redemander l'ACRE et vous allez avoir un taux réduit de 50% entre le moment où vous allez créer votre activité jusqu'à la fin du 3e trimestre suivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je commence en début de trimestre, je commence par exemple en janvier, je vais être à 6,4 ou à 11% pour les bénéfices industriels et commerciaux. Et pour les activités libérales qui relèvent de la CIPA, ça ne sera pas 11, mais ça sera 12,1%. Vous allez avoir ce taux de cotisation qui sera appliqué sur le chiffre d'affaires que vous aurez encaissé jusqu'au 31 décembre 2021. Si vous commencez le 28 mars, ça sera toujours jusqu'au 31 décembre 2021. Si vous n'avez aucune urgence à créer votre activité le 28 mars, sauf à ce que vous ayez un contrat à signer, on ne se pose pas ce genre de questions, bien sûr, on signe tout de suite et on verra l'ACRE plus tard. À ce moment-là, essayez de commencer plutôt en début de trimestre, c'est-à-dire le 1er avril ou le 2, et vous aurez comme ça le bénéfice du taux réduit de 50% jusqu'au 31 mars 2022. Vous voyez, c'est vraiment par trimestre. Donc, en fait, plus on commence tôt dans le trimestre, plus on a pratiquement 1 an de taux exonéré à 50%. Plus on commence tard dans le trimestre et plus on perd 1, 2, voire presque 3 mois sur cette exonération. Sachant qu'après, le taux classique, le taux général sera de 12,8 pour la vente et 22% pour les autres, à laquelle on ajoutera un petit pourcentage pour la contribution à la formation professionnelle qui sera en fonction de votre activité, de 0,10 pour les commerçants et les professions libérales non réglementées, de 0,30 pour les artisans et de 0,20 pour les professions libérales réglementées. Ensuite,
Quand on est auto-entrepreneur, on a la possibilité de payer l'impôt sur le revenu en même temps que les cotisations. Ça s'appelle le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Alors, comme ça, vu comme ça, et vu le montant des taux qui sont de 1, 1,7 ou de 2, comme vous pouvez le voir, eh bien, on peut se dire que c'est plus facile, que c'est des pourcentages très réduits. C'est pas pour ça que c'est intéressant. Et avant de choisir cette option, il faut absolument faire des simulations sur le site des impôts, sur le simulateur impôt sur le revenu classique, parce que comme ça, vous allez pouvoir voir vraiment par rapport à votre propre situation, par rapport aux revenus que vous avez dans votre foyer, qu'est-ce qui va être le plus intéressant entre les deux. Vous avez maintenant, ils ont bien simplifié ce simulateur, c'est-à-dire que vous avez vraiment une case où vous pouvez dire micro-entrepreneur optant pour le versement libératoire. Et dans ce cas-là, vous allez mettre les autres revenus de votre foyer fiscal plus le chiffre d'affaires que vous pensez faire sur cette activité auto-entrepreneur. Ça va vous faire un montant d'impôt et vous refaites la même simulation sans cocher cette case de versement libératoire, mais en déclarant le montant de chiffre d'affaires dans les cases soit en bénéfices non commerciaux, soit en bénéfices industriels et commerciaux. Et vous verrez la différence. Alors, d'un côté, quand on fait le versement libératoire, on paie les 1, 1,7 ou 2,2 sur le chiffre d'affaires global que vous avez encaissé. Lorsque on déclare dans les impôts classiquement, ce que je vous disais de le mettre en BNC ou en BIC, il y aura de la part des impôts un abattement en fonction de votre activité sur votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la vente, il y aura, avant le calcul de la tranche d'imposition et de l'impôt, 71% d'abattement, 50% pour les bénéfices industriels et commerciaux, 34% pour les bénéfices non commerciaux. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cet abattement, on considère que c'est un abattement pour frais professionnels. Ça veut dire qu'on considère que tous les frais que vous allez avoir et que vous ne pouvez pas déduire, ils ne doivent absolument pas dépasser ces taux d'abattement. Si ça dépasse, ça veut dire que déjà l'auto-entrepreneur, c'est pas fait pour vous. C'est pas une bonne idée. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner de conseils, c'est plus intéressant ça que plus ou moins intéressant parce que c'est vraiment lié à vous. Ce qu'on peut dire globalement, c'est que si aujourd'hui vous ne payez pas d'impôts et que vous ne pensez pas faire un chiffre d'affaires très important, il ne faut pas prendre le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Si vous avez un taux d'imposition personnel qui est assez élevé et si vous pensez que vous allez déjà faire un chiffre d'affaires plutôt important, là, ça vaut le coup en général de prendre plutôt le versement libératoire. Mais encore une fois, faites vraiment des simulations parce qu'on peut avoir des grosses surprises et on ne peut pas revenir dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des cas avec des personnes qui avaient pris le versement libératoire, se sont retrouvées à payer 5 000 € alors qu'elles auraient payé 1 200 si elles ne l'avaient pas pris. Les impôts ne peuvent pas revenir sur le montant qui a été versé. Donc, vous avez perdu en gros plus de 4 000 €. C'est un peu désagréable quand on s'en aperçoit. Donc, prenez le temps de faire ces simulations. J'ai une question, c'est 1 an civil ou 3 trimestres l'ACRE? Eh ben, c'est juste ce que je viens de dire, c'est que en fonction du moment où vous allez créer votre auto-entreprise, ça va être jusqu'à la fin du 3e trimestre suivant. C'est-à-dire, je crée en janvier, donc je suis déjà dans un trimestre. Les 3 trimestres suivants, ça va être mars, avril, mai. Ça va être avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, je crée en janvier. J'ai une exonération jusqu'à la fin de l'année. Je crée janvier 2021, l'exonération, elle va jusqu'à décembre 2021. Je crée en mars, c'est toujours le même trimestre. Je crée fin mars, ça sera toujours jusqu'au 31 décembre 2021. En revanche, je crée le 2 avril, on est dans le 2e trimestre, ce qui fait que la fin du 3e trimestre, ça sera mars 2022. Contrairement à toutes les autres structures qui sont de date à date pour l'ACRE sur 1 an, pour les auto-entrepreneurs, c'est jusqu'à la fin du 3e trimestre suivant la date de création. Non, alors, puis-je créer mon entreprise aujourd'hui et demander l'ACRE le 1er avril? C'est non, parce qu'en fait, l'ACRE, vous pouvez… Alors,
Pour pas oublier, moi, je vous conseille vraiment de le faire en même temps que la déclaration d'activité. Néanmoins, vous avez 45 jours pour le faire et pas un jour de plus parce que là non plus, on ne revient pas dessus. Attention à ces 45 jours. J'ai le cas d'une personne encore hier qui l'a fait le 47e jour, et ben c'est bon. Donc non, avril, c'est beaucoup trop loin. Alors oui, pour dire qu'effectivement, si on choisit pas le versement libératoire la première année, on peut tout à fait le demander pour l'année suivante. Il faudra que vous, alors, il faudra non seulement le dire à l'URSSAF que vous souhaitez prendre le versement libératoire, mais surtout voir avec les impôts s'ils acceptent cette bascule, puisque en général, les impôts, ça va souvent, c'est souvent 2 ans par 2 ans. Mais si les impôts acceptent que vous preniez ce versement libératoire, il n'y a aucun souci. Vous leur demandez juste un justificatif, un mail écrit que vous nous transmettez également et nous, on fera les changements au niveau de vos déclarations. Le simulateur, oui, c'est sur impôt.gouv.fr. Vous avez tout un tas de simulateurs. Vous prenez le simulateur de l'impôt sur le revenu. Faut-il passer par Pôle emploi pour la… Non, pas du tout. Alors, ça a été trop vite, je n'ai pas vu, pardon. L'ACRE, c'est vraiment quelque chose qui est instruit uniquement par l'URSSAF. Donc, Pôle emploi n'est pour rien dans l'ACRE. En revanche, si au niveau de Pôle emploi, et vous avez déjà eu un webinaire là-dessus, si vous décidez, vous savez que vous avez 2 possibilités, soit vous continuez à percevoir tous les mois vos allocations en fonction du montant du chiffre d'affaires que vous allez faire, et là, vous n'avez pas besoin d'avoir l'ACRE. En revanche, si vous décidez de prendre plutôt la formule du capital, qui est l'ARCE, A-R-C-E, à ce moment-là, vous êtes obligé d'avoir l'ACRE. Donc, vous nous demandez l'ACRE. Lorsque vous avez reçu l'acceptation de l'ACRE de notre part, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez demander l'ARCE auprès de Pôle emploi. Ok. On va peut-être avancer un petit peu pour pouvoir continuer. J'ai une petite alerte, je suis toujours un peu trop bavarde, je crois. Et du coup, voilà, j'essaie juste de vous donner des explications un petit peu claires, mais quelquefois, c'est un peu compliqué. Alors, les avantages de la micro-entreprise ou auto-entreprise, hein, on dit les deux et franchement, c'est la même chose. Ils ont juste voulu un peu embrouiller le monde en changeant les termes à un moment donné. L'avantage que vous avez, c'est que au niveau des déclarations de formalité, c'est la plus simple possible, que effectivement vous avez des obligations comptables qui sont très réduites, hein. Vous avez un livre de recettes, un livre de dépenses à tenir parce que ça vous apprend quand même à avoir un minimum de gestion, et si un jour vous passez sur une autre forme d'entreprise ou une forme sociétale, bah, vous aurez déjà quelques notions. Ensuite, les gros avantages, c'est que, encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est que vous ne paierez des cotisations et des contributions sociales qu'en fonction du chiffre d'affaires que vous aurez encaissé. Ça veut dire que si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous n'avez pas de cotisation à payer. Alors, en revanche, le côté négatif, c'est que si vous ne payez pas de cotisation, vous n'avez pas de prestations non plus. Alors, tant qu'on est encore avec des allocations à Pôle emploi, par exemple, si on est salarié à côté, il n'y a pas de souci. Quand on n'a plus que cette activité-là, il faut quand même faire attention pour ne pas se retrouver dans l'embarras. C'est effectivement, dans beaucoup de cas, c'est idéal pour tester un marché parce que vous ne prenez pas de risque. Ça fonctionne, c'est très bien. Ça ne fonctionne pas, vous arrêtez, vous n'avez aucun frais et c'est fini. Donc, ça, c'est plutôt sympa. La TVA, on ne va pas y revenir dessus parce que on en a déjà parlé un petit moment. Alors, il n'y a pas de frais d'immatriculation en tant que formulaire d'immatriculation. En revanche, si vous préférez, au lieu de faire votre déclaration d'immatriculation en ligne, si vous préférez être accompagné soit par la chambre de commerce, soit par la chambre de métier, à ce moment-là, vous aurez des frais d'accompagnement par la chambre de commerce et par la chambre de métier. Au niveau de l'URSSAF, c'est gratuit, mais c'est normal parce qu'on n'a pas on n'est pas sous les mêmes régimes, donc c'est pour ça.
L'avantage que vous avez si vous passez par l'accompagnement de la chambre de commerce ou de la chambre de métier, c'est que votre dossier, il est nickel. Depuis le départ, vous n'avez aucun problème, puisqu'il faut quand même faire attention quand on est commerçant ou artisan, en plus de la déclaration d'immatriculation qu'il faut faire pour être auto-entrepreneur, vous serez également obligé d'être inscrit au répertoire des métiers pour les artisans et au registre du commerce et des sociétés pour les commerçants. On verra tout à l'heure que c'est un avantage d'être inscrit au répertoire des métiers pour les artisans à partir du moment où vous n'avez à partir du moment où vous n'avez pas de salarié, ça vous permet d'avoir une exonération d'une des taxes. C'est plutôt avantageux. On peut passer à la diapositive suivante, je pense. Alors, les inconvénients. En tant qu'entreprise individuelle, donc cette auto-entreprise, elle est à votre nom personnel. Il n'y a pas de limite entre, il n'y a pas une société et vous, c'est vous et votre entreprise et c'est la même chose. Donc, vous êtes responsable indéfiniment des dettes éventuellement de l'entreprise. En revanche, normalement, sur une micro-entreprise ou une auto-entreprise, il n'y a pas énormément de raisons que vous ayez des dettes. Faites juste attention quand vous êtes obligé d'acheter du matériel et que vous avez des clients de faire des paiements partiels, de faire payer en plusieurs fois pour justement ne pas se retrouver, si vous avez un client qui à la fin ne vous paie pas, que vous ayez au moins pu rentabiliser les achats que vous avez faits. Et du coup, vous n'aurez pas de dette. Autrement, ce sera sur vos deniers personnels que vous allez payer tous ces matériels ou tous les achats que vous aurez dû faire. Mais voilà, mais il faut savoir que quand on est en entreprise individuelle, quelle que soit l'option que vous choisissez derrière, eh bien, tout est mélangé, que votre vie personnelle et votre vie d'entreprise, elle est sur votre nom personnel. Alors, le régime qui n'a pas toujours une très bonne image, pour les gros marchés, je dirais que c'est un peu passé quand même. Au départ, c'est vrai, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, ça peut l'être encore avec certaines personnes qui n'ont pas encore trop l'esprit ouvert. Après, ça dépend le gros marché, mais c'est vrai qu'on peut très bien expliquer aussi à quelqu'un qu'on démarre et qu'on veut voir pour passer à autre chose très rapidement. Donc, ça peut aussi le faire. C'est pas un frein absolument obligatoire. La récupération de la TVA, on l'a vu, et la déduction des charges, on ne va pas y revenir. En revanche, effectivement, quand on est obligé d'avoir des locaux professionnels ou des gros investissements de matériel, ou si vous avez des charges fixes très importantes, il faut vraiment se poser la question de savoir si c'est intéressant de commencer avec une auto-entreprise. Parce que pour toutes les raisons qu'on a vues, pas récupérer la TVA, pas déduire les charges, etc., ça peut vraiment vous mettre dans l'embarras et ça veut dire que ce que vous allez facturer, pratiquement tout va passer éventuellement dans des frais, ce qui n'est pas la bonne solution. D'où l'intérêt de bien préparer encore une fois cette auto-entreprise et de faire des prévisionnels, de faire des business plans, de voir comment vous allez évoluer, etc., etc. Et en ce qui concerne, alors, je dirais des inconvénients pour la partie chiffre d'affaires pour validité des trimestres de retraite, c'est pas forcément un inconvénient étant donné que tout le monde doit cotiser sur un minimum pour valider des trimestres de retraite. Le calcul se fait à peu près pour tout le monde c'est pour tout le monde la même chose, sauf que comme on est sur un système de chiffre d'affaires, il y a des formules qui sont un peu plus compliquées à comprendre directement. Il y a un décret qui est en cours qui, je viens de l'apprendre juste tout à l'heure, a été refusé en l'état, donc ça c'est plutôt une bonne idée. Néanmoins, pour cette année, on n'a pas encore les chiffres d'affaires pour valider des trimestres de retraite. Je ne les donnerai pas du coup pour les professions libérales, ni les non réglementées, ni les professions libérales réglementées, parce que c'est sur ces professions-là qu'il risque d'y avoir malgré tout une petite évolution. Pour les autres, en gros, il faut savoir que quand on est dans la vente, il faut faire à peu près 21 000, je pense on sera à peu près dans ces eaux-là, 21 22 000 euros de chiffre d'affaires pour valider 4 trimestres. Et dans les prestations, dans les bénéfices industriels et commerciaux, aux alentours de 13 000, je pense, pas plus pour cette année. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé
de valider tous vos trimestres de retraite via l'activité auto-entrepreneur. C'est-à-dire que si à côté, vous avez des allocations pour l'emploi qui sont, si vous étiez employé à temps plein, vous allez déjà valider vos 4 trimestres de retraite côté avec ces allocations-là. Alors, bien sûr, dans l'année, on ne peut pas en valider plus de 4. Hein. La seule chose, c'est que plus on a de chiffre d'affaires après, plus pour la retraite complémentaire, c'est intéressant parce que ça fait un montant plus important. C'est un peu comme quand on est salarié et que on est soit au SMIC, soit on est cadre avec un gros salaire, le montant n'est pas le même. Là, c'est le même principe. Soit vous avez des allocations pour l'emploi, mais comme vous étiez à temps partiel, ça ne vous permet pas de valider tous vos trimestres de retraite. Vous pouvez très bien en valider 2 d'un côté, par exemple, et 2 via l'activité auto-entrepreneur. On va tout cumuler. Et si vous avez un petit job salarié en plus, on peut valider également par ce job salarié un trimestre de retraite et tout cumuler. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Agnès, je te propose du coup d'avancer parce qu'il est bientôt l'heure et il reste quelques slides encore et si on doit répondre à des questions. Du coup, peut-être assez vite sur celle-là. Bon, là, on l'a déjà vu. En ce qui concerne vos interlocuteurs pour votre protection sociale, il faut savoir que concernant les artisans, les commerçants, les professions libérales non réglementées, depuis l'année dernière, vous avez tous basculé vers les organismes du régime général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, pour l'URSSAF, ça ne change pas vraiment. On les recouvrait déjà, donc on continue à les recouvrer. Votre site internet, c'est auto-entrepreneur.ursaf.fr et ça, je vous incite vraiment à faire attention quand vous allez sur un des sites auto-entrepreneurs qui est bien URSSAF au milieu parce que c'est le seul officiel et qui ne vous demandera pas d'argent pour des abonnements ou autres. En ce qui concerne vos prestations au niveau de la santé, ça va être la caisse primaire à laquelle vous êtes déjà rattaché aujourd'hui. Vous allez y rester attaché. Vous aurez juste une mise à jour de votre carte vitale et c'est la caisse primaire qui vous fera vos remboursements au niveau de la santé. Attention pour les indemnités journalières de sécurité sociale qui sont effectivement calculées en fonction du chiffre d'affaires que vous allez faire. C'est pour ça qu'on conseille souvent quand vous n'avez pas d'autres revenus que l'activité auto-entrepreneur et si vous avez une activité auto-entrepreneur qui est relativement faible, de prendre une prévoyance à l'extérieur pour simplement se dire si un jour je suis obligée de m'arrêter de travailler, comment je vis? Est-ce que j'ai assez pour payer le loyer, manger, etc. Ou est-ce que j'ai quelqu'un pour m'aider? Est-ce que j'ai des revenus à côté? Mais si j'ai rien d'autre, il faut absolument que vous ayez une prévoyance en plus chez un assureur privé, alors vous faites plusieurs devis, hein, bien évidemment, pour pouvoir vivre à minima, parce que malheureusement, tout le monde peut être amené à être obligé de s'arrêter un certain temps, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et vous avez le compte Amélie, que si vous ne l'avez pas encore, je vous conseille de le créer. Et en ce qui concerne la retraite, ça sera l'assurance retraite, la CARSAT, voilà, c'est la même chose, tout ça. Vous allez rester affilié aussi à votre caisse de retraite, celle que vous avez aujourd'hui, excepté donc pour les professions libérales réglementées qui, elles, seront affiliées à la CIPAP, qui est la caisse interprofessionnelle pour la prévoyance, l'assurance vieillesse des professions libérales. C'est le seul cas. Pour les autres, vous restez à la CARSAT. Si vous n'avez pas encore un compte à l'assurance-retraite.fr, je vous conseille d'en créer un, surtout si vous avez eu une vie professionnelle avant. Ça permet de faire un point, de savoir si tout est déjà bien remonté, si votre dossier est clair. C'est mieux de le faire tant que c'est relativement frais encore, plutôt que d'attendre plusieurs années avant de le faire. En ce qui concerne la CFE, alors, contrairement au CFE, la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est un peu comme une taxe foncière, une taxe d'habitation. Que toute entreprise qui s'immatricule, et quel que soit le nombre de mètres carrés que vous allez dédier à votre entreprise chez vous, va payer, excepté justement pour ceux qui sont inscrits au répertoire des métiers et qui n'ont pas de salariés ou ils sont exonérés de fait. Alors, il y a d'autres activités qui sont exonérées. Là aussi, c'est cette cotisation foncière des entreprises qui est toujours plus ou moins en réforme. C'est toujours un peu compliqué. N'hésitez pas à aller voir sur le site des impôts quels sont les autres métiers qui sont exonérés. Si vous avez un chiffre d'affaires qui est en dessous de 5 000 €, vous serez exonéré de base. En revanche, pour le reste, on ne peut pas vous donner de montant. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 inconnus. Ça va être en fonction de l'endroit où vous habitez, puisque chaque mairie ou chaque commune ou chaque métropole définit un montant
forfaitaire pour une cotisation foncière des entreprises. Donc, je vous conseille soit d'appeler votre service des impôts des entreprises, soit votre mairie pour savoir à combien c'est. Et après, ça sera en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Néanmoins, vous ne la payez pas la première année. Vous ne la paierez qu'à la fin de la deuxième année. Pour ceux qui se sont créés en janvier, par exemple, vous le paierez vers le 15 décembre 2022. Et puis, alors, pour le chômage, attention quand même, parce que, vous ne cotisez pas. Ce qu'il faut savoir, cette aide qui a été mise en place par Pôle emploi, c'est effectivement la possibilité d'avoir 800 € pendant 6 mois. Néanmoins, il faut être en liquidation judiciaire. Ça ne concerne pas les auto-entrepreneurs. Et ça veut dire que votre activité, elle ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas trop le but. Du coup, ça évoluera sûrement, sûrement que ça va évoluer un peu plus. Pour l'instant, on en est sur ces montants-là. C'est vrai que ça a commencé juste un peu avant la Covid, donc tout est resté un peu en plan comme ça. Mais si on bénéficie de ça, ça veut dire que malheureusement, votre activité est pas florissante et que vous êtes obligé vraiment de faire une cessation d'activité. Alors. J'ai passé prélèvement à la source. Tu voulais revenir en arrière encore? Pour le prélèvement. On l'a vu, ça. On l'a déjà vu. Le prélèvement à la source, on l'a vu. Après, vous verrez avec les impôts, la première année, vous ferez une déclaration globale si vous n'avez pas pris le prélèvement libératoire et puis vous attendrez de payer des acomptes, on va dire, pour les années suivantes en fonction du chiffre d'affaires que vous aurez fait. Ça, on peut y passer rapidement aujourd'hui. Je voulais revenir sur 2 choses encore. Effectivement, le compte bancaire, normalement, vous n'êtes pas obligé d'en ouvrir un. Alors, pas un compte pro, mais un compte dédié à l'activité professionnelle, sauf si pendant plus de 2 ans, vous avez un chiffre d'affaires qui est supérieur à 10 000 €. Néanmoins, moi, je trouve que c'est mieux de séparer les deux et dès le départ, d'avoir un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle, alors qui peut être soit un deuxième compte perso, soit un compte avec une banque en ligne, soit un compte professionnel auprès de certaines banques qui vont vous supprimer un certain nombre de services pour que ce soit moins cher. Ça, c'est votre choix. Vous voyez comment vous pouvez le faire. Mais je pense que c'est mieux de séparer dès le départ pour avoir une gestion plus fluide, d'avoir un compte bancaire, alors pas le premier jour, pas à la première facture, mais quand vous voyez que vous commencez à facturer, c'est mieux vraiment d'avoir 2 comptes bancaires séparés. Ensuite, pour les déclarations de chiffre d'affaires, alors 2 choses. Quand vous allez créer votre activité auto-entrepreneur, si vous êtes bénéficiaire des allocations auprès de Pôle emploi, surtout, n'oubliez pas de choisir la déclaration et le paiement mensuel, parce que comme ça vous permettra, je pense que peut-être Christine en a parlé, de pouvoir avoir vos allocations Pôle emploi au plus juste de ce que vous devez toucher par rapport au chiffre d'affaires que vous aurez encaissé, parce que ça sera régulier, ça sera au fur et à mesure. Si vous le prenez en trimestre, c'est une moyenne sur 3 mois. Soit vous ne gagnez pas assez, soit vous gagnez trop. Il faut que vous remboursiez. Ça devient très, très compliqué. Donc ça, n'oubliez pas, c'est une petite case à cocher. Mensuel, c'est vraiment le plus intéressant. Vous êtes obligé de faire une déclaration, même si vous avez un chiffre d'affaires qui est à 0. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours faire des déclarations. En revanche, ces déclarations, vous allez les faire sur autoentrepreneur.ursaf.fr ou sur l'application mobile auto-entrepreneur URSAF. Vous allez déclarer votre chiffre d'affaires. Nous, on vous calculera tout le reste et vous pourrez payer soit par carte bancaire, soit par télépaiement. Le télépaiement, l'avantage, c'est que vous êtes forcément débité que 2-3 jours après la fin de l'échéance. La carte bancaire, c'est en fonction de votre contrat bancaire personnel, c'est-à-dire si vous êtes en débit immédiat, ça sera immédiat. Si vous êtes en débit différé, ça sera à la fin du mois. Faites attention au montant que vous ne devez pas dépasser par semaine, par mois ou par quinzaine par rapport au montant que vous ne devez pas dépasser en paiement par carte bancaire. Ça aussi, c'est votre contrat bancaire. Faites attention pour ne pas avoir un rejet. C'est toujours un peu désagréable. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la première déclaration de chiffre d'affaires que vous ferez sur le site, ça ne va pas arriver avant 90 jours plus le mois en cours. Je prends l'exemple, je crée en janvier. Je vais laisser passer février, mars, avril et je ferai mes premières 4 déclarations au cours du mois de mai. Et après, ça sera tous les mois.
Donc, ça veut dire que par rapport à Pôle emploi, vous n'êtes pas dans la capacité de leur fournir une attestation de déclaration, une justificative de déclaration, mais Pôle emploi va vous donner des déclarations sur l'honneur, justement, pour pallier à cela, et vous leur ferez tous les mois une déclaration sur l'honneur. J'ai gagné 0, j'ai gagné 500, j'ai gagné 1000, n'importe, pour qu'ils puissent, encore une fois, calculer le montant qu'ils vont devoir vous payer en fonction de ce que vous avez gagné. C'est un peu le même principe que quand vous travaillez partiellement et que vous avez des allocations pour l'emploi, vous ne touchez pas votre allocation globale, mais vous la touchez en fonction de ce que vous avez gagné avec votre travail salarié. Là, c'est la même chose. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur le site et sur l'appli mobile, vous aurez beaucoup de services en ligne pour vous aider. Vous aurez un tableau de bord, vous aurez votre échéancier, on vous fera des alertes, on vous fera des actualités. Vous pourrez savoir ce que vous avez déclaré, comment, quand. Vous pourrez faire des demandes de délai. Je prends l'exemple, si un jour vous avez un décalage de paiement, mais que vous avez été obligé, par exemple, d'acheter beaucoup de matériel pour un autre client, ça peut arriver. Vous serez peut-être même en difficulté pour payer la totalité des cotisations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez choisi le télépaiement, c'est vous qui validez le montant, donc vous pouvez revenir sur ce montant. Par exemple, vous devez 1000 et puis vous avez que 500. Vous allez supprimer le 1000, mettre 500 et en ligne, vous pouvez nous faire une demande de délai pour payer en 1, 2 ou 3 fois le reste que vous n'avez pas pu payer. Alors, il ne faut pas que ce soit régulier, il ne faut pas que ce soit tout le temps parce qu'autrement, ça veut dire que quelque part, il faut peut-être revoir un petit peu le modèle économique ou revoir un peu la gestion, mais c'est une possibilité. Ça, vous pouvez l'avoir que si vous faites du télépaiement, pas en carte bancaire. Et ce qu'il faut savoir aussi dans ces services en ligne, c'est que vous pouvez avoir instantanément des attestations, et il y en a une surtout qui est intéressante pour vous, c'est l'attestation de vigilance. Elle prouve que vous êtes bien déclaré et que vous êtes à jour de vos cotisations. Et si c'est le cas, vous pouvez l'avoir immédiatement. Pourquoi je dis plutôt cette attestation, pourquoi je parle plutôt de celle-là? Parce que quand on est une jeune entreprise, vous pouvez avoir vos fournisseurs, vos partenaires, vos clients, vous pouvez avoir vos prestataires. Si vous répondez à un marché public, vous serez obligé de fournir cette attestation. Donc, celle-là, c'est vraiment une attestation qui est intéressante. Ensuite, ça, on l'a déjà dit, pour les factures avec la mention de la TVA non applicable et l'article 293B du Code général des impôts. Sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, vous pourrez retrouver des fiches pratiques également où on vous met, notamment pour les factures, toutes les notions que vous devez mettre, puisque au-delà de cette indication de la TVA, vous savez que vous devez aussi avoir une assurance civile professionnelle ou une décennale pour les artisans, que ça aussi, c'est vraiment important. Vous savez que quel que soit le métier, vous devez avoir cette responsabilité civile professionnelle. Franchement, c'est un peu comme le compte bancaire. Moi, je la conseille à tout le monde parce que plus ça va et plus malheureusement, on peut avoir des clients qui vont vous dire, même si vous faites du conseil, moi je vous ai pris en conseil pour augmenter mon chiffre d'affaires, augmenter ma visibilité sur les réseaux sociaux, etc. Et puis au final, je m'aperçois que c'est complètement l'inverse et moi je n'accepte pas ce que vous avez fait. Il peut se retourner contre vous. Donc il y a déjà, si c'est un client, ça va vous permettre d'avoir une assistance juridique et de ne pas être tout seul à essayer de vous défendre par rapport à ça. Et en plus, si vous vous adressez à des particuliers, au-delà de ça, il va falloir aussi que vous choisissiez un médiateur de la consommation. Alors, vous avez une liste qui est faite par les pouvoirs publics parce qu'on va dire quand il y a un litige entre deux personnes, entre l'entreprise et le client, il y a, on espère, dans la majorité des cas, la possibilité de s'entendre à l'amiable entre deux. Si ce n'est pas possible, votre client va pouvoir s'adresser au médiateur pour pouvoir trouver une solution, je dirais, encore plus ou moins à l'amiable. Et si ça ne marche pas, c'est l'assurance et éventuellement le procès qui va prendre. Mettez-vous à l'abri, vous savez que les gens sont de plus en plus, malgré tout, procéduriers. C'est comme ça, c'est l'évolution de la société. Donc, essayez de vous mettre vraiment à l'abri de ce genre de situation. Et pour les artisans, bien sûr, la décennale ou la biennale, là, on ne se pose pas de questions, c'est obligatoire. Donc, là aussi, vous faites faire plusieurs devis. Faites attention, il y a le prix, mais il y a aussi les prestations en face. Ce n'est pas parce que c'est moins cher qu'il faut absolument prendre sans regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Ensuite, simplement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est
essayez d'avoir un journal pour avoir sous la main, si vous en avez besoin, vos recettes et vos dépenses. De toute façon, après, vous en aurez besoin aussi si vous êtes à la TVA pour pouvoir bien savoir ce qui sera en TVA collectée et en TVA déductible. Bien évidemment, il faut que vous gardiez vos pièces pendant un certain nombre d'années, alors 10 ans, comme ça vous êtes tranquille. Si vous avez plusieurs activités de comptabilité, oui, pourquoi pas. Si vous avez de la vente, bien sûr. Autrement, si c'est vraiment que de la prestation de service sans rien, vous pouvez le mettre à côté ou avoir des pages différentes. Et mais voilà, ça peut être le cas. Par exemple, si vous avez des activités distinctes, je dirais, c'est si vous êtes auto-entrepreneur d'un côté et que par ailleurs vous avez une société où vous êtes assimilé salarié, parce qu'autrement vous ne pouvez pas être sur une autre société non salariée. Ça arrive souvent. On peut avoir ces cas-là. Là, bien évidemment, ça ne se pose pas. On a vraiment des comptabilités différentes. Quand vous avez des activités mixtes, vous pouvez tout à fait mettre votre comptabilité globale sur le même document. Ah, mais l'assurance, j'en ai déjà parlé. Donc, voilà, ça tombe bien. Juste, je complétais. Moi, je disais vraiment faire attention à la première année, tout ce qui est perte d'activité, parce que du coup, il y a une année un peu blanche là-dessus. Bien sûr. Alors, faites attention aussi si vous devez vous servir de votre véhicule qui est assuré aujourd'hui que pour vous. Demandez bien aussi l'extension pour l'assurance sur le véhicule en tant que professionnel. C'est pas beaucoup plus, hein, c'est moins de 10% d'augmentation, mais ça vous permet d'être bien couvert. Si vous avez des locaux, bien évidemment, il va falloir assurer le local, assurer contre le vol, contre l'incendie, etc., etc. Donc, faites bien attention à toutes ces assurances qui sont obligatoires. Et puis, excusez-moi, oui, alors, sur ça, vous le verrez également aussi sur la fiche pratique dont je parlais tout à l'heure sur le site auto-entrepreneur. Vous devez mettre le numéro de contrat de votre assurance. Alors, c'est obligatoire pour les artisans, pour les autres, c'est fortement conseillé. Ça rassure le client. Qui de plus en plus, les clients vont vous demander aussi si vous êtes assuré parce que il y a eu des abus et que voilà, les gens se sont retrouvés dans des situations compliquées. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ça veut dire que vous êtes transparent et ça veut dire que vous êtes bien assuré et pour vous et pour vos clients. Alors, je sais. On a encore une petite diapo, j'arrive pas à la voir, elle ne s'affiche pas. Ce que je voudrais dire, c'est que… sur l'immatriculation, les CFE, vous avez… alors, qu'est-ce qu'il a ? Ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez des cas de sortie du dispositif qui ne sont pas forcément négatifs. Ça peut être quand vous avez dépassé les chiffres d'affaires, on en a parlé tout à l'heure. Ça peut être si vous vous apercevez que finalement, ce statut, il n'est pas adapté à votre situation parce que vous avez trop de frais et du coup, vous allez passer à une autre forme, soit entreprise individuelle, mais au régime fiscal du réel, soit sous une forme sociétale. Soit malheureusement, vous allez avoir un chiffre d'affaires à zéro pendant 24 mois et on va radier votre compte. Alors, on vous demandera après ce que vous allez faire. Ce n'est pas forcément négatif. Ça arrive quelquefois quand les personnes cherchent un job en même temps qu'ils hésitent à créer une entreprise et qu'ils ont retrouvé un job et du coup, ils sont à fond dedans. Ils ont un peu oublié qu'ils avaient créé une entreprise à côté. Donc, ça peut arriver comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est que aussi bien quand vous créez votre entreprise, il faut passer par le centre de formalité des entreprises. Hein. On l'a dit tout à l'heure, les commerçants, la chambre de commerce, les artisans, la chambre de métier et les autres, l'URSSAF. Quand vous décidez, quand vous radiez votre activité, il faut faire pareil. Il y a un document qui est hyper simple à faire pour que tous les partenaires qui ont été prévenus quand vous avez créé votre auto-entreprise, l'INSEE, l'URSSAF, les impôts, la CNAM, la CNAB, etc., CNAM, l'assurance maladie, CNAB, l'assurance vieillesse, que tout le monde a été prévenu, et quand vous arrêtez, il faut que tout le monde soit prévenu aussi. Pourquoi ? Parce que vous arrêtez aujourd'hui, mais peut-être que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous aurez envie de recréer une entreprise. Et si votre dossier est bien
est bien clôturé, vous n'aurez aucune difficulté à recréer une entreprise. Si ce n'est pas clôturé, il y aura toujours quelque chose qui va traîner, ça va vous faire des tracasseries administratives, des papiers pour rien, ça va vous énerver, etc. Ça ne sert à rien, alors que franchement, la radiation, ça prend 2 secondes. Et ce que je vous disais tout à l'heure, si soit vous faites votre déclaration sur auto-entrepreneur.ursaf.fr et passez toujours par ce site-là parce qu'on vous crée un précompte qui sera rattaché à votre compte en ligne côté URSSAF dès qu'on vous aura intégré. Soit vous le faites auprès des chambres consulaires avec une participation financière où vous serez accompagné, qui sera de 70 € pour la chambre de commerce et 90 € pour la chambre de métier. Mais encore une fois, effectivement, si vous le faites avec eux, vous êtes sûr de ne pas vous tromper et d'avoir un dossier clean dès le départ. Très bien, Agnès, je reprends juste la main. Du coup, il nous reste demain encore un webinaire sur le développement commercial. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez encore vous inscrire. Il reste quelques places. Voilà. Et la dernière information, effectivement, pour répondre à vos questions plus individuelles, alors on peut essayer de continuer encore par le chat, mais si vous êtes pressé de partir, du coup, il y a plusieurs options pour nous retrouver. Du coup, on va organiser des portes ouvertes dans nos locaux, dans nos agences, sur toute la Nouvelle-Aquitaine la semaine prochaine, le vendredi de la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver l'information sur notre site adi.org, nos ateliers, et retrouver la liste de nos agences sur lesquelles vous pouvez obtenir des rendez-vous individuels. Il y a également, au sein de l'URSSAF, vous pouvez obtenir des rendez-vous en appelant le 36 98 ou en allant sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr pour obtenir des rendez-vous individualisés. Effectivement, sur votre situation, en fait, chaque cas quand même est un peu différent, donc c'est important de prendre le temps de bien regarder votre situation avant de prendre des décisions sur tel ou tel statut. Alors, juste pour répondre à 2 questions que j'ai vu passer, combien de temps pour avoir le numéro URSSAF, je crois, ou comme ça? Alors, vous inquiétez pas, ça va prendre, selon les moments, etc., ça va prendre entre 4 et 6 semaines, mais vous inquiétez pas parce que de toute façon, vous n'en avez pas besoin finalement avant au moins 3 mois, plus le mois en cours, plus etc. Donc, si vous avez créé en janvier, avant mai, on ne vous demande rien. Donc, vous avez le temps. Ce que vous allez recevoir en premier, c'est votre numéro SIRET de la part de l'INSEE. Ça, c'est entre 8 et 15 jours. Si vous faites vos déclarations auprès de la chambre de métier ou de la chambre de commerce, en général, ils peuvent même vous les donner tout de suite. Et l'autre question, c'est je serai à Talence le 5 février, l'après-midi. Voilà, elle ne pourra pas se dupliquer sur toutes les agences, malheureusement, Agnès, parce que les gens de Talence qui pourront bénéficier de sa présence. Alors, il y avait une question sur comportement canin, éducation coach en éducation. Pour moi, effectivement, c'est l'URSSAF sur lequel il faut s'immatriculer. Comportementaliste animalier et tout ça, c'est effectivement c'est l'URSSAF, même si ça a été très compliqué quand le métier a pris de l'ampleur il y a quelques années où ça a été, c'est parti dans tous les sens. Donc, c'est une profession libérale non réglementée. Alors, vous inquiétez pas aussi, les professions libérales non réglementées, excusez-moi, les non réglementées, vous allez être dans la famille des commerçants. Donc, ne vous inquiétez pas, ça c'est juste une famille, c'est juste de l'administratif, on va dire. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas commerçant, vous êtes bien profession libérale non réglementée, mais comme vous êtes rattaché au régime général, il a fallu faire des choix comme ça. Donc, vous inquiétez pas si vous voyez passer commerçant, mais vous êtes bien une profession libérale non réglementée. J'ai loupé. Il y en avait une autre. Pouvez-vous repréciser l'information sur le délai de 90 jours? Oui. Alors, quand je crée, dans toutes les structures que l'on crée, malheureusement, pour les auto-entrepreneurs, on aurait pu s'en passer, mais le législateur a décidé que voilà, que c'était pas comme ça. On ne demande jamais d'appel de cotisation avant au moins 90 jours. Parce qu'en fait, il n'y a que les auto-entrepreneurs qui ne paient pas par avance des cotisations pour les régulariser après. Vous ne commencez à payer que quand vous avez encaissé l'argent. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours cette histoire de 90 jours. Et du coup, c'est un petit peu, pour les autres, je dirais, c'est un petit peu un cadeau de bienvenue de décaler un peu de commencer à payer. Et contrairement à ce qu'on entend, on a
C'est pas du tout, j'ai à peine créé que l'URSSAF me demande déjà de l'argent. Non, c'est pas ça. Pour vous, ça sera, si je crée en janvier, je laisse passer le mois au cours duquel j'ai créé mon entreprise. Je compte après 3 mois complets. Donc, février, mars, avril. Et au cours du mois de mai, entre le 1er et le 31 mai, vous allez faire vos déclarations des 4 premiers mois, mois par mois. Et ensuite, au mois de juin, vous déclarerez tout ce que vous avez encaissé en mai, en juillet, tout ce que vous avez encaissé en juin, et etc., etc. Après, ça sera tous les mois. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Alors, hop là. Ça saute, j'arrive pas. Un conseil décoratrice d'intérieur, pour moi, c'est URSSAF. Ouverture d'un gîte, c'est gîte, c'est URSSAF aussi. Non, gîte, c'est les chambres de commerce. Chambre de commerce. Ah, mauvaise pioche. En prestation de service, en fait, c'est pas une profession. Donc, voilà. Si c'est homme, toute main, multiservice. C'est la chambre de métier. Multiservice, c'est la chambre de métier. Par contre, quand ce sont des services à la personne, faites attention, posez-nous les questions parce que selon le service à la personne, ça peut être un de nous trois. Soit chambre de commerce, soit chambre de métier, soit l'URSSAF. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Okay. Esthéticienne à domicile. Alors, esthéticienne à domicile, c'est chambre de métier. D'abord parce que vous êtes obligé d'avoir une qualification. Oui, sur les qualifications, on n'y est pas trop revenu, mais vous savez que selon le métier que vous allez exercer, et notamment chez les artisans, vous êtes obligé d'avoir soit un diplôme, soit d'avoir au moins 3 ans d'expérience professionnelle. C'est le cas justement des esthéticiennes, c'est le cas de tous les artisans, c'est le cas des coiffeurs, c'est le cas de pas mal de métiers qui relèvent notamment de l'artisanat. Donc, de toute façon, la chambre de métier vous demandera soit vos diplômes, soit les années que vous puissiez prouver les années d'expérience que vous avez eues dans cette activité-là. Freelance formateur, c'est URSSAF. Conseil en imagerie, c'est URSSAF. Tout ce qui est transformation, généralement, quand il y a un métier manuel, ça relève du coup de la chambre de métier. Après, voilà, c'est plutôt commerce, c'est plutôt commerçant. Il y en a où c'est un peu plus compliqué parce que, par exemple, les travaux de secrétariat et tout ça, ça a été rattaché au métier à un moment donné, voilà. Et alors que, bon, bref, c'est pas non plus. C'est pas aussi simple. Dans certains cas, c'est super simple et dans d'autres, c'est un peu. Prof de yoga, alors, prof de yoga avec quelques ventes d'articles, ça veut dire par contre que c'est un très bon exemple. Ça veut dire que vous allez, au niveau du prof de yoga, vous serez bien sûr à l'URSSAF. Et au niveau de la vente d'articles, ça va être la chambre de commerce. Donc, vous allez commencer par faire votre déclaration sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr pour la partie cours de yoga. Et par contre, étant donné qu'il y a une grosse réforme en cours là pour les centres de formalité des entreprises, il faut que pour la partie vente d'articles, vous fassiez une déclaration parallèle à la chambre de commerce en indiquant que vous avez déjà, mais l'URSSAF vous le dira hein, quand vous ferez votre déclaration, que vous avez déjà une activité auto-entrepreneur au titre de l'URSSAF. À la limite, vous attendez d'avoir votre numéro SIRET et vous faites rajouter cette activité-là. C'est pareil quand c'est URSSAF, chambre de métier ou voilà. Chambre de commerce, chambre de métier, ils se débrouillent entre eux. Mais dès qu'on est dans les professions libérales, on est obligé de passer par cette petite manipulation. Proposer des produits communication visuelle. Ah, j'ai pas le temps. Pareil, oui, alors photographe, et ça va être avec photographe, vous allez être sûrement à la chambre de métier. Et la vente, mais ça, vous pourrez tout faire auprès de la chambre de métier. Il n'y a pas cette double immatriculation parce qu'ils ont déjà l'habitude de travailler en double immatriculation pour un certain nombre de secteurs d'activité. Guide touristique, j'ai vu.
C'est un peu comme, enfin, c'est un guide conférencier aussi. Là, c'est la CIPAP, c'est une profession libérale réglementée. Graphiste, profession libérale, oui. Ah, prestation de service avec facturation de droits d'auteur. Ah, oui, alors, vente. Alors, en fait, du coup, je dirais que vous avez plutôt intérêt à faire une seule déclaration en tant qu'auto-entrepreneur. Ça vous évitera de dépendre de deux structures différentes, même si c'est nous qui recouvrons maintenant tout ce qui est les revenus artistiques. Restez là-dessus. Votre création, vous allez. Alors, les droits d'auteur, ça dépend si c'est par des diffuseurs ou quoi. Là, c'est un peu plus compliqué. À ce moment-là, il faudra que vous ayez effectivement une autre affiliation. Mais si c'est vous qui facturez. Agnès, du coup, je te propose qu'on arrête un peu de répondre à toutes ces questions de réglementation sur la profession. Vraiment, un conseil, moi, c'est vous pouvez contacter la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, ils vous répondront si ça relève